Bonjour, je suis Bruno Caillard, expert en aménagement extérieur et construction bois et créateur de guides et de vidéos pour les amateurs et les professionnels. Pour aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, une étape cruciale dans votre projet de terrasse en bois. Il s'agit du choix des matériaux. Il ne se passe pas une semaine sans que l'on me pose cette question. Dis Bruno, j'ai prévu de faire ma terrasse en bois, mais je ne sais pas quel bois adopter. Allez, dis-moi quelle est la meilleure essence de bois pour une terrasse. Ou alors, j'habite dans une région très humide. Quel est le meilleur bois dans ce cas-là? En effet, il existe de nombreuses essences de bois utilisables en extérieur. Mais comment choisir? Comment s'y retrouver parmi les bois exotiques, les bois composites ou les bois traités? Existe-t-il des alternatives moins chères, plus écologiques et plus durables? L'idéal serait que vous connaissiez toutes les solutions, toutes les essences avec leurs avantages et leurs inconvénients. Vous voudriez connaître quels sont les critères qui vous permettront de faire un choix éclairé et responsable. Ainsi, vous allez peut-être faire des économies en choisissant l'essence la plus adaptée à votre projet. Vous saurez exactement quelles questions poser aux vendeurs. Vous ne vous laisserez pas berner ni influencer par les effets de mode. Vous saurez expliquer à vos proches et amis pourquoi vous avez fait ce choix de matériaux et pas un autre. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les erreurs à ne pas commettre lors du choix des matériaux pour votre terrasse en bois. Et je vais vous expliquer comment faire votre choix grâce à la méthode des 4 C. Cette méthode comporte 4 étapes. 1. Connaître le matériau bois. 2. Les critères de choix. 3. Chercher les matériaux. 4. Choisir les matériaux. Alors commençons par l'étape numéro 1. Connaître le matériau bois. En effet, il est très important de connaître les propriétés du bois, car cela a une incidence directe sur vos choix, sur la mise en œuvre et sur la construction de la terrasse. Évidemment, je vais être obligé de parler de certains aspects négatifs du bois, mais cela ne doit pas vous décourager d'utiliser ce merveilleux matériau. D'ailleurs, je pourrais aussi bien vous donner des aspects négatifs, voire très négatifs, sur les autres matériaux, comme le béton, la pierre ou le carrelage. Et je peux vous affirmer que le bois est un matériau qui supporte très bien la comparaison. Ses avantages dépassent largement ses inconvénients. Donc, je ne vais pas chercher à vous vendre la solution bois, mais simplement vous informer, objectivement, afin que vous puissiez prendre les dispositions pour limiter les inconvénients. Donc, il y a une chose importante à connaître sur le bois. C'est que le bois est sensible à l'humidité. Là, je vous parle du bois naturel, du bois d'arbre. Pour le composite, c'est différent, on verra cela tout à l'heure. Donc le bois est sensible, car une humidité prolongée peut favoriser le développement des mousses qui rendent le bois glissant. Cela favorise également le développement des champignons qui font pourrir le bois. Mais le bois est surtout sensible dimensionnellement. Avec l'humidité, le bois se gorge d'eau comme une éponge. En effet, si on regarde une coupe de bois au microscope, on voit que le bois est constitué de cellules longilignes. Ce sont ces canaux qui permettent la circulation de la sève. Et effectivement, cela ressemble à une éponge. Et si l'eau pénètre suffisamment profondément, le bois se met à gonfler comme une éponge. Et si le bois sèche, il se met à rétrécir. Quand l'humidité du bois varie entre 30 et 100%, c'est-à-dire lorsqu'il vient d'être coupé, ce que l'on appelle le bois vert, eh bien dans cette plage de variation, pourtant importante, le bois ne bouge pratiquement pas. Par contre, dès que le bois descend en dessous de 30% d'humidité, les dimensions varient énormément, tout s'accélère. Mais le problème est qu'il ne bouge pas uniformément. Par exemple, dans le sens longitudinal, c'est-à-dire dans le sens des fibres, il bouge très peu. Seulement 0,1% de variation dimensionnelle au maximum. Par exemple, une lame de terrasse de 3 mètres de long peut s'agrandir ou rétrécir plus ou moins 3 mm. C'est pas grand-chose. Alors que dans le sens radial, c'est-à-dire dans le sens du diamètre du tronc, les dimensions vont changer de 5%. Et dans le sens des cernes, la variation est de 11%. Vous imaginez? Cela signifie qu'une lame de terrasse de 14 cm de large peut grossir de 15 mm. C'est énorme. Ces variations dimensionnelles vont avoir plusieurs conséquences. L'apparition de fentes et de gerces, la déformation des planches et le risque de déformation globale de la terrasse.
Voyons un exemple de déformation courante, le tuilage. Le tuilage, c'est quand la lame de terrasse s'arrondit en prenant la forme d'une tuile. En général, elle s'arrondit en présentant la partie concave vers le bas, de telle sorte que cela forme une sorte de réservoir qui accumule l'eau quand il pleut. Alors pourquoi les lames deviennent concaves et comment l'éviter? Le tuilage apparaît car la face du dessous est plus humide que la face supérieure. En effet, elle est toujours à l'ombre et l'humidité a tendance à descendre. De plus, la face en contact avec la lambourde est souvent très humide. Alors ceci est un peu atténué par le fait que la face supérieure est humidifiée par la pluie. Mais elle sèche aussi beaucoup plus vite et elle est exposée au soleil. Donc, en moyenne, la face inférieure est plus humide que la face supérieure. Donc, rappelez-vous, le bois gonfle avec l'humidité. Donc, la partie la plus humide gonfle plus que la partie la moins humide. Donc, cela s'agrandit plus en bas qu'en haut. C'est ce qui provoque le tuilage. Pour limiter ce phénomène, les fabricants de lames, les fabricants sérieux, préfèrent usiner les lames avec des planches sur quartier. Il y a plus de pertes, mais la qualité finale est supérieure. Alors que les planches sur d'os sont plus sujettes à déformation. Donc, si vous avez le choix, prenez des lames sur quartier. On les reconnaît car les cernes sont plus verticales. Vous voyez un exemple ici. Car les lames issues de planches sur d'os seront plus sujettes à déformation. Vous voyez sur la photo, les cernes sont plus horizontales. Cela dit, cela n'est pas toujours évident à voir. Les cernes sur les résineux sont faciles à voir. Mais sur certains bois exotiques, on ne peut pas faire de distinction. De plus, vous n'aurez pas toujours le choix. Alors, ne soyez pas bloqué sur ce critère, mais pensez-y si vous pouvez sélectionner les planches vous-même. Certaines lames présentent aussi des rainures dans le sens de la longueur. Je ne vous parle pas des rainures antidérapantes, mais des 2 ou 4 rainures profondes qui permettent d'absorber les déformations. De votre côté, vous pourrez limiter le tuilage en intercalant des cales en plastique entre les lames et les lambourdes. Comme nous l'avons vu, les lames grossissent et rétrécissent dans le sens de la largeur en fonction du taux d'humidité. C'est pour cette raison qu'il faut ménager un espace de quelques millimètres entre les lames. L'espace exact se calcule en fonction du taux d'humidité interne du bois et en tenant compte du moment de la pose, hiver ou été. Par exemple, si vous posez vos lames en été et que les lames sont bien sèches, il faut prévoir un grand espace. A contrario, si vous posez en saison humide et que les lames sont humides, les lames seront posées quasiment bord à bord. Personnellement, j'utilise un petit testeur qui me permet de mesurer le taux d'hygrométrie du bois. Mais vous pouvez aussi tenir compte du moment de l'achat et du mode d'entreposage des lames. Par exemple, si vous achetez vos lames au début du printemps et qu'elles sont restées dehors une longue période, vous pouvez considérer qu'elles ont un taux d'humidité très élevé. Sur ma terrasse personnelle, en plein été, je peux presque passer ma main entre les lames à certains endroits, alors qu'en hiver, certaines lames arrivent à se toucher. D'ailleurs, je vais vous raconter une mésaventure qui est arrivée à Stéphane, un de mes lecteurs. Stéphane avait acheté en grande surface un lot de lames en Massaranduba pour un prix imbattable. Ces lames avaient été stockées à l'extérieur et non abritées. C'est ce que font toutes les grandes surfaces de bricolage. Les lames étaient donc très humides et donc fortement dilatées. Mais ça, Stéphane ne s'en est pas rendu compte et il ne savait pas comment se comporte le bois. Et le gros problème, c'est que ces lames étaient vendues avec un profil pour clips de fixation invisible. Ces clips comportent des griffes qui prennent les lames dans les rainures sur le côté. Donc, Stéphane pose ses lames au printemps, puis vient l'été. Alors, les lames se mettent à sécher et naturellement, elles rétrécissent. Et elles rétrécissent à un point tel que les clips ne prennent plus dans les rainures. Alors, les lames se déchaussent une par une, c'est une vraie catastrophe. Stéphane ne comprend pas tout à fait ce qui s'est passé. Mais il ne se décourage pas. Alors,
il démonte tout et recommence à zéro. Mais comme il ne veut pas se faire avoir comme la première fois, il décide de ne plus utiliser les clips de fixation et il adopte des vis inox. Jusque-là, c'est plutôt une bonne idée. Mais Stéphane, qui ne possédait pas encore mon guide de construction, commet une deuxième erreur. Une erreur énorme. Il met les lames les unes à côté des autres, en ne laissant que 1 ou 2 mm d'écart. La saison humide arrive, il pleut, les lames reprennent leur taux d'humidité. Et que se passe-t-il? Elles gonflent, jusqu'à arriver à se toucher les unes contre les autres. Elles continuent de gonfler, et là, la pression est tellement importante qu'elles se soulèvent et se déforment. C'est la deuxième catastrophe. Le double effet qui se coule de celui qui croyait tout savoir. Stéphane est dépité et il ne sait plus quoi faire. Alors, il décide d'acquérir mon guide et de me contacter pour trouver une solution. Malheureusement, il était trop tard. La majorité des lames étaient trop déformées. Tout a fini à la décharge. En croyant faire une bonne affaire, Stéphane a probablement réalisé l'opération la plus coûteuse et la plus inutile de toute sa vie. La morale de cette histoire ? 1. Achetez des matériaux de qualité à un véritable spécialiste. 2. Soignez la préparation de votre projet et formez-vous. Cela dit, je ne voudrais pas vous faire peur. Ce qui est arrivé à Stéphane est exceptionnel et cela aurait pu être évité. Alors, continuez à suivre mes vidéos et vous n'aurez aucune catastrophe de ce genre. Un autre point sur lequel vous devrez porter votre attention est sur la présence d'aubier. L'aubier correspond à la partie externe du tronc. Il s'agit du bois jaune. Au fur et à mesure que le tronc grossit, l'aubier se transforme en duramen. Comme son nom l'indique, le duramen est plus dur, mais aussi moins sensible aux attaques des insectes et des champignons. L'aubier est plus tendre et aussi plus sujet à des attaques. D'ailleurs, il vous est peut-être arrivé d'observer une pièce de bois qui a été attaquée par des vers à bois. Peut-être avez-vous remarqué que certaines parties sont criblées de petits trous, correspondant aux galeries creusées par les larves, alors que d'autres parties semblent totalement épargnées. Eh bien, les parties saines correspondent au duramen. C'est pour cette raison qu'il faut éviter de prendre des lames ou du bois de structure avec de l'aubier. Mais comment voir si le bois contient de l'aubier? Très souvent, l'aubier et le duramen ont une couleur différente. Le plus souvent, l'aubier est plus clair. Sur certains bois exotiques, c'est parfois difficile à voir. Par contre, sur les résineux ou les feuillus européens, c'est assez tranché. Vous pouvez le voir sur cette pièce en Douglas. Pour y voir plus clair, les essences de bois sont identifiées par classe de risque, allant de 1 à 5. La classe 1 est attribuée aux essences ne pouvant être mises en œuvre qu'à l'intérieur, uniquement. À l'autre extrémité, la classe 5 est attribuée aux essences pouvant être mises en œuvre en milieu humide permanent et en environnement salin. Pour l'extérieur, on prend la classe 3 au minimum. Cela correspond à des bois pouvant subir une humidification ponctuelle, mais le bois doit pouvoir sécher entre deux périodes humides. Parmi les bois naturellement de classe 3, on trouve le douglas, le mélèze ou le chêne. Mais les professionnels ne prennent pas de risques et adoptent du classe 4. La classe 4 peut être en contact permanent avec l'humidité ou la terre. Cela dit, on évite au maximum ce cas de figure, car cela réduit forcément la durée de vie de la terrasse. Parmi les bois de classe 4, on trouve la majorité des bois exotiques, les pins traités au sel en autoclave, mais aussi le robinier, qui est un feuillu local. Évidemment, les bois classe 4 sont beaucoup plus chers que les classes 3. C'est une question centrale, notamment dans le cas de structures consommant beaucoup de bois, telles que les structures sur poutres porteuses ou sur pilotis. Par exemple, il y a un facteur 2 dans le prix d'un douglas classe 3 et d'un pin traité classe 4. Sur une grosse structure, la différence de prix est vraiment importante. Alors un particulier peut prendre des risques calculés et envisager d'utiliser du classe 3, mais un classe 3 de bonne qualité, sans aubier. Il suffit de protéger les parties supérieures avec un film bitumeux et d'éviter les contacts bois sur bois en ménageant des espaces d'aération. Voyons maintenant les différentes essences de bois, en commençant par les bois exotiques. Les
Les avantages des bois exotiques sont une bonne durabilité. La majorité sont de classe 4, voire 5. Ils sont très durs, donc ils marquent moins. Ils sont très beaux. Ils présentent souvent une couleur brun foncé très chaude. Leur grain est très fin. Ils ont un aspect très uniforme, sans nœuds ni cernes visibles. Ils sont souvent très lourds. Certains bois exotiques ne flottent pas sur l'eau, ils coulent. Pour ces raisons, on les retrouve souvent dans les réalisations très contemporaines. C'est clair, les bois exotiques sont à la mode. Ils ont la cote. Par contre, ce sont des bois anti-écologiques. En effet, ils sont souvent prélevés dans des forêts primaires, ce qui bouleverse un équilibre. Et certaines essences sont en voie de disparition. De plus, ces bois viennent de loin. Ils parcourent des milliers de kilomètres avant d'arriver sur notre terrasse. Cela alourdit considérablement le bilan carbone de l'opération. Parmi les bois exotiques le plus courant, on trouve l'ipé, le kumaru et le massaranduba, tous originaires d'Amérique du Sud. L'ipé et le kumaru sont très proches visuellement, mais l'ipé présente un grain plus fin et plus uniforme. Il est donc un petit peu plus cher que le kumaru, bien que le kumaru soit un peu plus stable. Le massaranduba présente une teinte très rouge. Il est très économique, mais il est très instable. Les déformations et l'apparition de gerces sont très fréquents. Le padouk est une essence africaine qui est disponible en abondance. C'est un bois qui ne présente que des qualités: durabilité, stabilité et esthétique. C'est peut-être une essence qui pourrait détrôner l'ipé dans les années à venir. Enfin, il y a le teck, qui était utilisé traditionnellement sur les ponts des bateaux de luxe. Car c'est un bois léger, mais qui est stable et très tolérant à l'humidité. Par extension, on a commencé à l'utiliser dans les salles de bain, puis dans le mobilier de jardin. Le teck a été victime de surexploitation et les forêts primaires de teck ont quasiment toutes disparu. Les pays producteurs, dont l'Indonésie, ont mis en place des programmes de replantation. Et les tecks que l'on trouve aujourd'hui sont des tecks d'élevage, qui sont de moins bonne qualité. Que penser de ce bois pour une terrasse ? En réalité, le teck est un bois relativement tendre qui marque facilement. Et de par sa rareté, on ne trouve que des lames de faible largeur. Son prix atteint des sommets, souvent plus de 100 € par mètre carré. Par conséquent, je vous déconseille cette essence pour votre terrasse en bois. Par opposition aux bois exotiques, nous avons les essences locales, avec deux grandes catégories, les résineux et les feuillus. Parmi les résineux, nous avons le douglas, qui est un excellent bois, notamment pour la structure. Il est naturellement de classe 3. Il est facilement disponible et son coût est probablement l'un des plus bas. On utilise le douglas en particulier pour la structure, mais il existe quelques fabricants de lames de terrasse en douglas. Un autre avantage est que l'on trouve ce bois en grande section et en grande longueur. Le mélèze est son cousin. Il est un peu moins courant et un petit peu plus cher. Le mélèze serait un peu plus résistant aux champignons que le douglas. Mais c'est un bois nerveux qui a une forte tendance à se déformer. La fixation des lames devra donc être soignée. Les autres résineux locaux ne peuvent être utilisés en extérieur, sans traitement en profondeur. Le traitement le plus courant est l'injection de sel métallique sous haute pression. C'est ce qu'on appelle le traitement autoclave. Les sels utilisés sont le cuivre et le chrome. C'est ce qui donne cette teinte verdâtre, si caractéristique des bois traités autoclave. Avant, on incorporait également un poison très connu, l'arsenic. Pendant des années, on a donc vendu des millions de mètres cubes de bois toxiques en toute légalité. Comme d'habitude, la France a été une des dernières à interdire ce produit. Seuls le cuivre et le chrome restent autorisés. Autorisés, oui. Totalement inoffensifs, non. D'ailleurs, certains pays d'Europe du Nord ont totalement interdit ces traitements. Personnellement, je n'utilise les bois traités autoclave que pour les parties présentant un risque élevé d'humidité permanente ou en contact avec la terre. Si vous utilisez ce type de bois, ne brûlez pas les chutes, mais apportez-les à la déchetterie en indiquant clairement la nature du bois. Enfin, ne confondez pas les bois traités autoclave avec les bois d'œuvre courants, que l'on trouve à la grande surface de bricolage du coin. Les premiers sont traités en profondeur et sont beaucoup plus chers que les seconds qui ne reçoivent qu'une application d'un produit en surface.
Ce produit est rapidement lessivé par les pluies et il ne sert à protéger le bois que pour la durée de sa mise en vente. Certains bricoleurs ont aussi l'idée d'acheter du bois de grande surface et d'ajouter une couche de lasure type Bondex. C'est une mauvaise idée. Ces produits ne sont pas pérennes et il vous sera impossible de renouveler l'application. Et au final, si on compte le prix du produit de traitement, l'opération n'est pas rentable. Donc, à éviter absolument. Parmi les essences locales, il y a aussi les feuillus. Vous savez, les arbres à feuilles caduques. Alors, tous ne sont pas utilisables à l'extérieur. La plupart des feuillus locaux pourrissent au bout de quelques années, mais certains présentent une durabilité naturelle, comme le chêne ou le châtaignier. Ces deux essences contiennent des tanins acides qui les protègent des champignons, au moins pendant quelques années. Il existe par exemple des lames de terrasse en châtaignier, de fabrication française et de très bonne qualité. Mais les tanins ont tendance à remonter en surface et à s'oxyder. Cela donne des taches et des couleurs noirâtres, pas très esthétiques, il faut le savoir. Enfin, il existe un feuillu local très durable, très résistant, esthétique et économique. Il s'agit du robinier, que l'on appelle aussi acacia, mais à tort. Le nom exact est robinier faux acacia. On trouve ce bois un peu partout en Europe. Vous en avez sûrement déjà remarqué au moment de la floraison. Donc, c'est un bois qui présente de nombreuses qualités, mais aussi quelques inconvénients. En effet, c'est un bois assez instable. Cela signifie qu'il se déforme assez facilement. Il faut donc soigner les points de fixation. On ne le trouve malheureusement qu'en petite longueur, rarement plus de 2 mètres. La largeur des lames dépasse rarement les 12 cm. C'est une largeur correcte, mais les bois exotiques offrent plus souvent du 14 cm, à titre de comparaison. Ces limitations de dimension sont dues à la forme et à la taille des troncs. Enfin, sachez que le meilleur robinier se trouve en Hongrie, qui en produit 1 million de mètres cubes par an. Ce pays a mené une véritable politique forestière, les conditions de culture sont idéales et la souche génétique produit le meilleur robinier du monde. Enfin, il existe une dernière catégorie de bois, mais elle est un peu particulière. Il s'agit des bois composites. Alors, qu'est-ce qu'un bois composite ? Les lames de terrasse en bois composite sont constituées de poudre de bois et jusqu'à 70% de résine synthétique. Ce mélange donne à ce matériau des propriétés très particulières. Contrairement au bois naturel, le composite est insensible à l'humidité. Il ne gonfle pas comme une éponge en présence d'humidité. Par contre, il est sensible à la chaleur, c'est-à-dire qu'il se dilate dans le sens de la longueur comme une barre de métal. Vous voyez, c'est tout le contraire d'un bois naturel. La dilatation longitudinale va donc imposer que l'on laisse des joints de dilatation aux extrémités des lames. L'espace à laisser est proportionnel à la longueur de la lame. Et il peut être nécessaire de laisser 15 à 20 mm. Cela n'est pas très esthétique, sachez-le. Il existe des lames en composite pleines et des lames alvéolées. Les fabricants mettent en avant la légèreté des lames alvéolées. Et elles coûtent aussi moins cher, car elles utilisent moins de matière. Cependant, l'inconvénient est que l'on va voir les alvéoles aux extrémités. Et cela n'est pas toujours facile à dissimuler. Les fabricants proposent alors des caches qui se clipsent aux extrémités. Mais ces caches coûtent cher et pour tout dire, ils sont bien moches. Et que fait-on si on la découpe en biais ? Enfin, les lames pleines sont plus résistantes et elles se travaillent comme du bois massif. Elles sont certes un peu plus chères, mais le surcoût est vraiment justifié. Alors si vous prenez des lames en composite, prenez-les pleines. Pour des raisons de coût de revient, il serait dans l'intérêt des fabricants d'augmenter la proportion de bois. Mais dans ce cas, les caractéristiques mécaniques et la résistance à l'humidité sont fortement dégradées. Et de fait, plus la proportion de résine est importante, et plus le produit est durable. Et peut-on encore parler de bois quand on a 70% de matière synthétique ? Moi, j'appelle cela du plastique. D'ailleurs, ce n'est pas toujours de la poudre de bois qui sert de mélange. On trouve parfois de la poudre issue de coques de noisettes, de fibres de riz ou de bambou. Chaque année, un fabricant trouve un nouveau moyen de recycler un déchet. Donc, les bois composites n'ont souvent aucun rapport
avec le bois d'arbre. Le bois composite est un matériau synthétique composé principalement de produits issus de l'industrie pétrochimique, c'est-à-dire non renouvelables, polluants et non recyclables. Sur ce dernier point, certains fabricants affirment que leur produit est totalement recyclable. Baratin marketing. Rendez-vous à votre déchetterie locale avec des chutes de matériaux composites et demandez à ce qu'elles soient intégrées dans le processus de recyclage mis en place par le fabricant. On va vous rire au nez. Vos chutes vont être déversées dans la benne du tout venant, puis stockées dans une décharge où elles resteront pendant des milliers d'années. Au mieux, elles seront incinérées à grands frais dans un incinérateur spécialisé dans les déchets dangereux. Malgré cela, ce produit séduit des dizaines de milliers de clients chaque année. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel succès? La première raison est l'entretien. En effet, le bois composite a la réputation de ne nécessiter aucun entretien. Qu'en est-il réellement? Il est vrai qu'une terrasse en bois d'arbre prend une teinte grise si on n'applique aucun produit de traitement. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que de tous les bois que j'ai cités, c'est-à-dire les bois de classe 4 à 5, aucun n'exige l'application d'un produit chimique d'entretien. Ils sont protégés naturellement contre les insectes et les champignons xylophages. Par contre, ils vont progressivement perdre leur teinte bois initial et ils vont devenir gris en quelques mois seulement. Si beaucoup de propriétaires s'accommodent de la couleur grise, beaucoup d'autres regrettent la couleur chaude initiale. Et effectivement, un bois composite ne grise pas. Enfin, pas tout à fait. En réalité, un composite s'éclaircit progressivement. Et c'est là qu'on trouve les plus grandes différences entre les produits. En effet, les composites haut de gamme s'éclaircissent très lentement, alors que les entrées de gamme perdent leur couleur plus rapidement. Et en quelques années, on se retrouve avec un bout de plastique jaunâtre. C'est pour cette raison que l'on trouve depuis peu des produits de traitement pour lame en composite. On nage en plein paradoxe. Et comme cela n'est pas suffisant, on trouve désormais des lames composites de couleur grise. Et elles rencontrent un vif succès, car le gris est très à la mode. Donc, l'argument marketing de l'entretien n'est plus vraiment tenable. Alors le composite a-t-il d'autres atouts à proposer? Il faut avouer une chose, une terrasse en bois composite offre un aspect hyper homogène, très propre, très design. Avec des lames en composite, on n'a jamais de défaut. C'est un produit industriel, donc reproductible. Et cet aspect homogène est renforcé par les fixations invisibles qui sont le grand point fort des composites. En effet, comme le matériau ne bouge presque pas en largeur, l'utilisation de clips invisibles est vraiment efficace et pertinente. Si vous tenez vraiment à mettre des fixations invisibles, je vous recommande de prendre des lames en composite. Il existe d'autres types de composites, notamment le composite à base de lamelles de bambou. À la place de la poudre de bois, on prend des lamelles de bambou. Les lames en composite de bambou ont un aspect très proche du bois naturel. Elles offrent un niveau de finition irréprochable. Quand les lames sont neuves, elles sont vraiment très belles. Les caractéristiques physiques se situent entre le bois naturel et le bois composite. C'est-à-dire que les lames gonflent un peu avec l'humidité, mais de façon moindre que le bois naturel. Et elles se dilatent un peu dans le sens de la longueur, avec la chaleur, mais de façon moins prononcée que le bois composite. C'est un peu un matériau intermédiaire. Quand le produit est sorti il y a quelques années, j'étais très enthousiaste. Avait-on trouvé le matériau idéal? Un matériau beau comme du bois naturel, sans ses inconvénients, et qui éviterait de piller les forêts tropicales. Je me suis donc empressé de faire des tests de vieillissement, et les résultats furent rapides. Les lames en bambou sont stables, mais elles grisent aussi vite qu'un bois naturel. Et malheureusement, le résultat final n'est pas très esthétique. La différence entre le matériau neuf et le matériau grisé est très prononcée. Mais il y a plus grave. Les petites lamelles en bambou ont tendance à se décoller, en tout cas sur les 3 produits que j'ai testés. Et cela provoque de grosses échardes qui peuvent faire très mal. Enfin, comme le bois composite standard, le composite de bambou pose un sérieux problème de recyclage. Que devient le produit en fin de vie? Il doit être détruit dans des incinérateurs spéciaux, tout cela aux frais du contribuable. Donc, cela n'est pas un produit que je vous recommande.
Maintenant, vous connaissez un peu mieux le matériau bois et aussi les différentes essences disponibles. Mais peut-être qu'il vous manque encore quelques critères pour faire un choix éclairé. Quels sont ces critères de sélection des lames de terrasse? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Il existe 9 critères principaux. Le respect de l'environnement, la durabilité, l'esthétique, la largeur des lames ainsi que leur longueur, la présence ou pas de stries antidérapantes, le type de fixation, la disponibilité et enfin le prix. Premier critère, le respect de l'environnement. Les essences de bois ont des origines diverses. Les bois exotiques doivent parcourir des milliers de kilomètres pour arriver sur nos terrasses. Cela représente un bilan carbone pas très avantageux. De plus, certaines essences exotiques sont menacées d'extinction. C'est le cas de l'azobé, du bilinga, du doucier ou du teck. Même si elles ne sont pas en danger, les exploitations forestières ne sont pas toujours très respectueuses de l'environnement. Aussi, il existe le label FSC qui permet d'identifier des productions répondant à des critères de protection environnementale. Les bois composites proviennent quasiment tous d'Asie, donc leur bilan carbone est désastreux. De plus, les bois composites sont composés pour 2/3 de produits chimiques non renouvelables. Et ils posent un vrai problème de recyclage en fin de vie. Les bois les plus écologiques sont donc les bois locaux, car ils sont produits proches du lieu d'utilisation et présentent donc un bilan carbone correct. Les essences européennes ne sont pas du tout menacées. Au contraire, leur exploitation favorise les replantations. Et de fait, la forêt française n'a jamais été aussi étendue. Les résineux traités autoclaves sont écologiquement préférables aux bois exotiques ou aux composites, mais ils posent aussi un problème de recyclage. Et certains s'interrogent toujours sur l'innocuité des produits injectés, même s'il y a eu de gros progrès ces dernières années. Donc, les essences les plus écologiques sont le douglas et le mélèze non traités, pour les résineux, et le châtaignier, le chêne, et surtout le robinier pour les feuillus. Le critère de durabilité définit la pérennité du bois qui est soumis aux agressions des agents xylophages, c'est-à-dire les insectes et les champignons. On a vu tout à l'heure que les bois sont classés selon le risque d'utilisation, selon une échelle allant de 1 à 5. En règle générale, on utilise la classe 4. La classe 3 peut aussi être employée si on prend certaines précautions de mise en œuvre. Cela suppose aussi que l'on accepte un risque de pourrissement. Ce risque n'est pas très élevé, mais il n'est pas négligeable non plus. Pour vous donner une idée du risque, je possède 120 m² de terrasse dont la structure est réalisée avec du douglas classe 3. En 10 ans, je n'ai eu à remplacer qu'une solive. Évidemment, ce risque est intolérable pour un professionnel, mais pour un amateur qui construit pour lui-même, cela vaut le coup d'évaluer la solution. Et cela d'autant que les bois classe 3 sont économiques à l'achat. Donc, si vous n'aimez pas prendre de risques, vous prendrez des bois exotiques ou du pin traité classe 4. Si vous êtes joueur, vous avez beaucoup plus de possibilités. Le critère esthétique est également déterminant. Par exemple, les bois exotiques et les bois composites présentent un aspect lisse et contemporain qui convient idéalement à une habitation contemporaine. Les bois composites sont encore plus homogènes, mais leur esthétique varie énormément d'un produit à l'autre. Les composites des grandes surfaces sont économiques, mais franchement moches. Les résineux ont un aspect plus rustique, qui convient mieux à un environnement champêtre. Les résineux traités présentent souvent un aspect verdâtre, du moins quand ils sont neufs. Les traitements de dernière génération offrent une teinte brune plus attrayante. Enfin, les feuillus locaux conviennent un peu à tous les environnements. Tous les bois finissent par griser avec le temps, si on n'applique pas un produit de traitement. La plupart des bois exotiques tendent vers un beau gris argenté. Les résineux présentent un gris plus foncé et plus hétérogène. Les feuillus sont un peu entre les deux, sauf le châtaignier qui peut aussi présenter des taches dues aux remontées de tanins. L'esthétique globale de la terrasse est aussi influencée par la largeur des lames. Généralement, on préfère les lames larges. Mais l'effet esthétique des lames moins larges est agréable aussi.
Plus les lames sont larges, et moins il y a de vis au mètre carré. C'est donc un peu moins de travail de pose et quelques économies sur les vis. Cependant, les lames larges sont plus sujettes au tuilage. Donc, des lames de faible largeur ne représentent pas forcément un inconvénient, car elles seront plus stables. Pour chercher le bon compromis, il faut vérifier le rapport largeur sur épaisseur. En moyenne, ce rapport doit être inférieur ou égal à 6. Il peut monter jusqu'à 10 pour des essences stables, mais rester inférieur ou égal à 4 pour des essences très instables. Par exemple, si on prend une essence très stable comme le Padouk, si l'épaisseur est de 21 mm, la largeur pourrait aller jusqu'à 21 cm. Ce n'est qu'un maximum théorique, car vous ne trouverez jamais de lame de terrasse de 21 cm de largeur. Les largeurs courantes vont de 9 à 15 cm, rarement plus. Après la largeur des lames, il faut décider de la longueur. En fait, plus les lames sont longues, et plus on a de latitude pour la mise en œuvre. Cependant, il convient d'y regarder d'un peu plus près. Tout d'abord, les lames longues sont plus chères, et elles sont plus difficiles à trouver. Et surtout, elles ont une forte tendance au flambage, c'est-à-dire qu'elles peuvent se déformer dans le sens de la longueur, en formant un arc. Souvent, on peut les redresser, mais cela n'est pas toujours le cas. Dans l'absolu, on a intérêt de prendre des lames dont la longueur est proche de la profondeur de la terrasse. Par exemple, si vous avez une terrasse de 2,40 m de profondeur, vous avez tout intérêt à chercher des lames de 2,40 m ou un peu plus. Ainsi, vous n'aurez pas d'aboutage de lames et aussi très peu de chute. Enfin, il existe des cas où il est préférable de prendre des lames plus courtes. Et paradoxalement, c'est souvent le cas des terrasses profondes, car il faut aussi tenir compte de l'anthrax des supports. Par exemple, prenons le cas d'une terrasse de 3 mètres de profondeur et de 40 cm d'anthrax sur les lambourdes. Imaginez que vous pouvez avoir le choix entre des lames de 4 mètres et des lames de 1,20 m. A priori, le premier réflexe est de choisir les 4 mètres. Qui peut le plus, peut le moins. Alors regardons ce que cela donne avec les 4 mètres. Donc, vous mettez la première ligne en coupant une lame à 3 mètres. Il vous reste une chute de 1 mètre. Sur cette chute, vous pouvez réutiliser 80 cm sur la deuxième ligne. Vous avez donc 20 cm de chute. Puis, vous terminez la deuxième ligne en coupant une lame de 220 cm. Donc, il vous reste une chute de 180 cm sur laquelle vous pouvez réutiliser 160 cm sur la troisième ligne, ce qui fait 20 cm de chute supplémentaire. Donc, à chaque ligne, vous aurez 20 cm de chute. Cela représente une perte et donc un surcoût de 5%. C'est loin d'être négligeable. Regardons maintenant ce que cela donne avec des lames de 120 cm. 120 cm étant un multiple de 40 cm qui correspond à l'anthrax. Dans ce cas, nous n'avons aucune chute et les aboutages sont bien répartis. Donc, quand vous choisissez la longueur des lames, tenez bien compte de la profondeur de la terrasse, mais surtout de l'anthrax. D'ailleurs, vous pourrez tenir compte de la longueur des lames pour déterminer l'anthrax. Mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Un autre critère de choix est la présence ou pas de rainures antidérapantes. Beaucoup de constructeurs pensent que c'est important de poser des lames dites antidérapantes, surtout autour d'une piscine. Qu'en est-il en réalité? Dans la pratique, ces rainures n'ont que très peu d'effet sur la glissance des lames, voire même elles favorisent la glissance. Pourquoi? En réalité, les rainures forment des cavités dans lesquelles l'humidité stagne. C'est un milieu propice au développement des mousses et des champignons. Et ce qui cause la glissance, ce sont justement les mousses et les champignons. D'ailleurs, le bois neuf n'est pas glissant, même s'il est humide. De plus, les rainures ont un impact esthétique très négatif. Il m'arrive parfois d'en utiliser, mais seulement très ponctuellement. Par exemple, pour souligner le contour d'une terrasse, ou pour matérialiser la jonction entre deux zones, ou encore pour réaliser des marches d'escalier. Mais pour le reste, j'utilise toujours des lames lisses. Le type de fixation est aussi à prendre en considération.
Par exemple, si vous voulez des fixations invisibles, c'est-à-dire des fixations par clips, il vous faudra prendre des lames prévues pour cela. Dans la majeure partie des fixations invisibles, les lames présentent un profil avec une rainure de chaque côté. Pour les fixations invisibles, je vous déconseille les lames en bois naturel. Les lames en composite sont plus adaptées à cela. Par contre, si vous tenez à utiliser des vis inox pour fixer des lames en composite, vous devrez prendre des lames pleines et non alvéolées. Les critères que nous avons vus jusqu'à présent sont des critères techniques. Ils vous permettent de cibler vos premiers choix. Mais vous devrez confronter vos critères à la disponibilité réelle du produit correspondant. En réalité, vous devrez faire des compromis et adapter vos critères à l'offre locale. Pour étendre cette offre et vous donner plus de chances de trouver votre produit idéal, je vous recommande de faire une recherche sur Internet. Il existe des boutiques en ligne très sérieuses et qui proposent des tarifs presque toujours plus compétitifs que dans le commerce traditionnel. Et certaines boutiques offrent les frais de livraison. Pensez aussi à cet autre aspect important, la livraison. Une terrasse en bois, c'est souvent plusieurs centaines de kilos de matériaux, voire même plusieurs tonnes. La livraison à domicile, c'est plus que du confort, c'est de la sécurité. Enfin, voici le dernier critère, et non des moindres, il s'agit du prix. Pour des lames en résineux, le prix se situe entre 25 et 40 euros par mètre carré. Pour des feuillus locaux, comptez entre 40 et 70 euros par mètre carré. Pour les bois exotiques, la fourchette est plus large, entre 40 et 120 euros par mètre carré. Enfin, les composites démarrent à partir de 35 euros et les composites haut de gamme atteignent la centaine d'euros. Les tarifs que je viens de vous donner sont valables pour les lames de terrasse uniquement. Il faudra ajouter le coût de la structure, le coût des fixations et des accessoires. Voilà, maintenant que vous connaissez le matériau bois et les critères de choix, il ne vous reste plus qu'à chercher les matériaux dans les commerces proches de chez vous ou sur Internet. Et au final, il vous faudra faire un choix. Et alors, vous aurez bouclé la boucle 4C et vous pourrez passer à la suite. Alors, c'est maintenant à vous de jouer. Et je vais vous donner des devoirs à faire à la maison. Pour la prochaine fois, vous allez faire un exercice sur la méthode des 4C. Vous allez déterminer vos propres critères de choix. Puis vous allez essayer de trouver les produits correspondants. Vous m'indiquerez les résultats ci-dessous dans le formulaire. Indiquez-moi quels sont vos critères prioritaires. Puis écrivez-moi le produit que vous avez trouvé. Indiquez-moi aussi quelles sont vos interrogations sur votre projet. Quelles sont vos difficultés? Avez-vous des doutes sur la faisabilité ou sur vos capacités? Écrivez-moi tout cela dans le formulaire ci-dessous et je répondrai personnellement à chacun d'entre vous. Voilà, cette vidéo se termine. Si vous l'avez trouvée utile, s'il vous plaît, donnez-moi un +1 ou un j'aime ci-dessous. Cela m'encouragera à continuer à vous faire d'autres vidéos gratuites. Dans les prochaines vidéos, j'aborderai des sujets encore plus importants tels que la conception de la structure et la réalisation des plans. Voilà, je vous souhaite une bonne recherche de matériaux et je vous dis à très bientôt.